Bonjour à toutes et à tous, c'est Barthélémy et je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Extraterrien. Le podcast qui interviewe des sportifs hors du commun. Le but de ce podcast est de vous partager leurs secrets, leur vie et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin d'en tirer un maximum de conseils pour votre vie sportive et personnelle. Si vous aimez le sport, l'aventure, le développement personnel ou que vous aimez tout simplement vous inspirer de personnalités remarquables, alors ce podcast est fait pour vous. Attention, mes chers auditeurs, l'invité du jour a tout simplement un palmarès incroyable. En effet, il a été 2 fois vice-champion d'Europe de triathlon. Suite à ça, il a subi une grave blessure et s'est relancé par le trail. Et il a été 2 fois champion de France. Il a aussi gagné récemment la Saint-Élion en 2019. Il s'agit de Cédric Fleureton. Son nom vous dit sûrement quelque chose. Il est sur beaucoup de courses et c'est vraiment une personnalité atypique. C'était vraiment un plaisir pour moi de découvrir Cédric. C'est vraiment un homme sincère, droit et au parcours plus qu'inspirant. Comme il le dit lui-même, le sport doit rester à sa place, c'est-à-dire un plaisir avant tout. Et pour finir, en fin d'interview, Cédric annonce son défi pour 2020. Pour être vraiment honnête, c'est un défi des plus fous que je n'ai jamais entendu dans le monde du sport d'endurance. Donc je vous recommande vraiment d'écouter jusqu'au bout pour que vous ayez le scoop. Vous allez voir, vous allez vraiment être scotché et pensez à le suivre vraiment sur les réseaux parce que je pense qu'il y aura des très très bonnes news pour cette année 2020. Juste avant de commencer, j'ai 2 messages à vous faire passer. Comme vous le savez, j'ai énormément d'ambition avec ce podcast et je souhaite aller chercher des sportifs de plus en plus incroyables et j'aimerais vraiment interviewer vos sportifs préférés. Et l'un des meilleurs moyens pour convaincre ces sportifs de participer, c'est tout simplement de leur montrer les notes iTunes et de leur montrer que vous êtes vraiment nombreux à aimer ce podcast. Donc si ce n'est toujours pas fait, allez mettre une note sur iTunes ou n'hésitez pas à prendre le téléphone d'un copain pour aller sur Apple Podcast et le noter. C'est vraiment ce qui m'aide le plus. Sachez qu'un exploit se fait toujours grâce à un excellent public et en équipe. Donc si vous souhaitez que j'interviewe des sportifs de plus en plus inspirants, ça dépend aussi de vous. Donc je compte sur vous, je sais que vous êtes un public hyper cool, donc je me fais pas de soucis. Sachez aussi que si vous écoutez sur Spotify ou une autre appli, vous pouvez très facilement le partager en story en faisant tout simplement une capture d'écran de votre téléphone pendant que vous écoutez et ajoutez-la en story sur Instagram, taguez-moi et je vous repartagerai. Je vous rappelle donc le nom du compte Instagram qui s'appelle extraterrien.podcast. Suivez-le et vous y retrouverez les coulisses du podcast. C'est, comme je le dis très souvent, un excellent moyen pour échanger avec moi, pour qu'on fasse connaissance et puis pour voir si je peux vous aider aussi dans vos objectifs personnels. Parce que si vous ne le savez pas, je fais un petit peu de coaching. Et c'est aussi un excellent moyen de me suggérer des invités. Voilà. Enfin, j'ai créé une newsletter dans laquelle je repartage vraiment mes bons plans, les meilleurs contenus que j'ai trouvés sur le web à propos de santé, de préparation mentale, de nutrition, de matériel aussi. Donc voilà, vous pouvez la retrouver très facilement dans Google en tapant Extraterrien Newsletter. C'est du contenu unique en rapport avec le podcast, mais pas toujours. Donc voilà, c'est vraiment pour ceux qui aiment bien le format email, j'ai fait quelque chose de spécial pour vous. Allez, j'en ai fini avec ma promo personnelle. Je vous laisse tout de suite avec mon invité du jour, Cédric Fleureton. Salut Cédric. Salut. Tu vas bien ? Bah ouais, ça va. Génial. Bah écoute, merci beaucoup de prendre un petit peu de temps pour moi pour ce podcast. Je suis vraiment content de te rencontrer parce que, comme je te disais à l'instant, c'est Francky Batelier qui m'a parlé de toi et c'est quelqu'un avec qui je me suis très bien entendu et qui a fait un super épisode. Les auditeurs vont beaucoup aimer. Donc sur ces recommandations, je suis sûr qu'on va faire une super conversation aujourd'hui. J'espère. Comme je te le disais aussi juste à l'instant, je commence toujours par une même question, à savoir quel est ton premier souvenir de sport ? Voilà, c'est vieux. Je suis plus très jeune maintenant. Les tout premiers, moi je pense que c'était quand j'étais vraiment minot, c'est-à-dire tout petit, je devais avoir 6 ans, 5-6 ans et très tôt. Moi je suis né dans une famille de sportifs, donc voilà, chez moi c'était le sport. Mon père était prof de sport, mon père était entraîneur d'aviron, ancien rameur international. Et du coup, voilà, j'étais le petit frère de la grande sœur. J'ai une sœur qui a 1 an et demi de plus que moi, et du coup, voilà, j'étais là un peu suiveur et voilà, sur toutes les compètes. Donc les premiers souvenirs sportifs, c'était par procuration, j'ai envie de dire, parce que c'était les jeunes athlètes que mon père entraînait
voilà, et moi je regardais ça d'un œil tout gamin, j'étais un peu la mascotte du club et voilà, cette atmosphère de sport, cet esprit de camaraderie, de bonne ambiance, voilà, de choses très très saines, enfin tout ce qu'il y a de mieux, enfin je trouve dans le sport, voilà, des super relations, et ben voilà quoi, j'ai baigné dedans depuis tout petit quoi. Donc voilà, il y avait la performance aussi, hein, parce que ils faisaient tous des performances incroyables et du coup c'est vrai que j'ai été un peu élevé là-dedans et bon, on va en parler un peu plus tard, mais je suis arrivé un petit peu tard moi après dans le sport et c'est vraiment ce que j'ai recherché quoi. Voilà, ces ambiances de sport, voilà, où on se prend pas la tête, où on déconne, voilà, et les ça, copains, ouais, un peu les ambiances vestiaires, voilà, c'est ça, ce que je cherchais, le mot que je cherchais depuis tout à l'heure. Voilà, c'est surtout l'ambiance vestiaire qui m'a plu et que je retiens quand j'étais petit quoi. Et c'était un club de triathlon? Non, bah, du coup, mon père entraînait l'aviron, donc c'était un club d'aviron, et d'ailleurs, l'aviron, c'était mon premier sport, j'ai envie de dire, où j'ai commencé à y passer du temps. J'étais pas forcément talentueux parce que voilà, c'était un sport où je pense que j'avais pas les qualités requises pour ce sport. En faisant 1m70, enfin maintenant 1m70 pour 60 kilos, c'est pas un profil un gabarit de rameur, mais bon, peu importe. Quand j'étais jeune, voilà, et c'est pas un sport que j'ai voulu pousser, voilà, mais ça a été un de mes premiers sports. Ouais. Ok, j'ai eu la chance de rencontrer Jérémy Azou via ce podcast. Azou, tu vois son physique, c'est vrai que vous n'avez pas la même carrure. Et pourtant, Jérémy, donc du coup, lui, c'est un poids léger. En aviron, t'as deux catégories, donc poids léger et ça fait partie des petits poids légers. Hein. C'est pas, voilà, c'est un vrai poids léger, voilà, et pourtant, comparé à moi, c'est une masse, quoi. Exactement. Donc, t'es venu à l'aviron et c'est à quel moment tu dis que t'étais pas très doué, que c'était pas ce que tu... Alors, je pense que rapidement, parce que j'ai commencé très jeune, peut-être un peu pour ça aussi que j'ai lâché très tôt, mais voilà, mon père m'a mis très jeune naturellement à l'aviron. Et je me suis aperçu que c'était pas pour moi vers les 12-13 ans, quoi. Ok. Et c'est à ce moment-là que t'es venu sur le tri? Non, je suis arrivé bien plus tard sur le tri. Donc moi j'ai participé. J'ai pratiqué beaucoup de sports en fait, mais vraiment différents. Dis-moi tout. Je parle de l'aviron, mais en parallèle j'ai fait beaucoup de gym, j'ai fait beaucoup de vélo, enfin du BMX, j'ai fait des sports de glisse, j'ai fait pas mal de planche à voile, enfin tout ça. Ok. Et vraiment un peu touche à tout, tu vois. Et j'ai fait du hand, des sports co aussi, du hand, du foot, un peu comme tous les gamins, quoi. Qu'est-ce que tu recherchais? Tu recherchais différentes ambiances? Tu recherchais un petit peu les ambiances. Et puis c'est vrai que j'étais pas mauvais un petit peu dans tout ce que je touchais, donc c'était assez sympa, voilà. Mais après, j'ai envie de dire, le point commun à toutes ces pratiques, c'est dès que ça commençait à devenir un petit peu sérieux, où on me disait il y a peut-être un profil intéressant, il y a peut-être voilà. Et à chaque fois je partais, quoi. J'avais pas envie de me prendre au sérieux, j'avais pas envie, comme si je fuyais un petit peu dès que ça devenait un petit peu sérieux et dès qu'on commençait à me dire ça peut être pas mal, tu peux avoir des résultats. Et voilà, j'allais découvrir une autre discipline et je sais pas pourquoi, mais au final je me dis que c'était pas mal parce que du coup j'ai eu un éveil sportif, psychomoteur intéressant et voilà, et maintenant j'arrive assez bien à passer d'une discipline à l'autre sans trop de problèmes et je trouve ça assez sympa. Et en tout cas moi j'ai des enfants maintenant qui sont grands et je les ai éveillés de la même manière et je trouve c'est assez sympa parce que on peut vraiment faire des choses, toucher du doigt un peu tous les sports et être un petit peu à l'aise, que ce soit avec un ballon, avec un surf, avec une planche ou je ne sais quoi. Et ça, je trouve ça assez sympa. En tout cas, c'est un éveil, je trouve intéressant dans la vie. Je trouve que c'est bien d'avoir conscience de son corps et maîtriser un petit peu tous ses paramètres. Je pense que c'est un atout pour la vie. Bah ouais, tout à fait. Bah en plus, ça m'inspire beaucoup parce que moi, je suis papa aussi là. Je vais être papa pour la deuxième fois bientôt là, dans quelques semaines. Et j'en parlais avec ma compagne. Et effectivement, je trouve que c'est beaucoup mieux d'essayer de leur faire découvrir plein de choses. Exactement, un panel qui ça se joue. Enfin moi ça m'a beaucoup amusé quand j'étais jeune papa. Justement entre j'ai envie de dire 0 et 5 ans, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se font. Et il y a un vrai éveil psychomoteur, voilà, et sur des choses tout simples, des ballons, des roulés, des roulades, des choses comme ça. Il y a beaucoup de choses qui se enfin moi je voyais mes enfants comme ça s'épanouir au niveau psychomoteur, je trouvais ça super intéressant. Non, c'est sympa ça. Ok. Et du coup, à quel moment tu t'es mis au triathlon? Tard. Alors j'ai découvert le triathlon, j'avais 20 ans passés, je peux pas dire exactement, je devais avoir 20, 21 ans.
fin de compte, c'est quand je suis arrivé en fac. Donc, Ouais. voilà, donc j'ai eu mon bac, tout ça. Et après, je suis arrivé en fac de bio en première année. C'est un sport que je connaissais pas. Donc, Ok. voilà. Donc, maintenant, ça serait quand même fort de café. Mais à l'époque, c'est-à-dire dans les années 90, 95. De toute façon, la naissance du triathlon, je crois, En c'est France, c'était 89. Ouais, 80. Donc, ouais, 89. Mais bon, c'était un peu plus tard. Je viens de dire, c'est les années 96. Donc, le triathlon existait, bien sûr, depuis quelques années, mais c'était pas non plus le sport connu comme maintenant. Et juste le mot triathlon, il y avait, je sais pas, il y avait 2 personnes sur 3 qui savaient pas ce que c'était. Moi, je savais ce que c'était, mais c'était vraiment pas un sport que je connaissais. Et quand je suis arrivé à la fac, et ben, j'ai fait connaissance avec un pote qui est devenu un de mes meilleurs amis. Et voilà, et lui, il pratiquait déjà le triathlon. Et voilà, et du coup, il m'a mis un petit peu la main à la pâte. Et puis c'est vrai que moi, un peu dans l'esprit que j'avais toujours eu de ne pas pratiquer un sport, mais plusieurs sports, aller vraiment chercher la pluridiscipline. Et du coup, voilà, j'ai trouvé ça intéressant. Je me suis dit, tiens, ça pourrait être un sport qui pourrait me convenir. Et voilà, j'ai commencé comme ça, en fait. Et auparavant, tu nageais un peu, Non, alors je peu nageais pas. Alors non, j'étais pas nageur du tout. Ceci dit, j'ai toujours aimé la flotte, j'ai toujours fait des sports de glisse. Et puis un petit peu, comme je te disais, dans l'esprit où voilà, au niveau sensoriel, j'avais fait pas mal de gym. Donc généralement, les gyms ils connaissent assez bien leur corps. Ouais. Et au final, je me suis pris au jeu très vite. Et puis j'ai progressé, j'ai réussi à progresser assez vite finalement dans ce sport que j'avais jamais pratiqué sérieusement avant, quoi. Ok, d'accord. Ouais. Et ça a été un coup de foudre tout de suite ou c'était ouais, bon après ça n'a pas été du jour au lendemain. J'ai pas été bon du jour au lendemain. C'est vrai que d'emblée j'avais, on va dire, un potentiel physique, physiologique. Donc ça se voit surtout en course à pied et en vélo. Et c'est vrai qu'en natation, je partais quand même de loin, de très loin. Donc il m'a fallu quand même quelques années pour arriver à bien nager et après aller tutoyer, j'ai envie de dire, le haut niveau, parce que c'est pas, ça arrive pas du jour au lendemain, quoi. Ouais, c'est clair. Ouais. Et du coup, c'est à quel moment que tu te rends compte justement que tu rentres vraiment au niveau Les premiers coups d'éclat, j'ai envie de dire, où je me dis il y a peut-être quelque chose à faire. Ça doit être 98. Ça remonte, hein. Ouais. 98, un championnat de France universitaire où j'avais fait 2, je crois. Ouais, c'est sûr, j'avais fait 2. Voilà, et quelques semaines après, je fais un championnat de France et je fais 9e. Ok. Voilà, donc avec un entraînement vraiment très très léger par rapport au gars qui me talonnait, et puis avec surtout encore beaucoup de marge de progression. Donc je me suis dit, tiens, là il y a peut-être quelque chose à faire. Donc j'ai envie de dire, ouais, une prise de conscience 98, 99, 2000 où là, ouais, il y a eu une bonne barrière de franchir, au moins psychologique, en me disant ouais, effectivement, il y a peut-être quelque chose à faire dans le haut niveau, dans l'international. Et puis bon, après ça a été encore beaucoup de travail pour arriver à faire des perfs probantes sur la scène internationale. Ouais. Ouais, bah j'imagine, ouais. Et ça ressemblait à quoi du coup le triathlon en 98-99? Parce que là aujourd'hui c'est un sport un peu plus populaire, mais ouais. Alors à l'époque c'était vraiment les années où on a connu le triathlon sans drafting et ça basculait au triathlon avec drafting. Okay. Donc moi, pas trop nageur de formation, c'est vrai que le côté triathlon sans drafting m'avantageait quand même beaucoup. Et là, on passait au triathlon avec drafting. Alors drafting, quand je dis triathlon avec drafting, c'est le triathlon où on a le droit de prendre les roues des concurrents adverses et de rouler en peloton. Avant, c'était vraiment, on devait laisser 10-15 mètres entre concurrents pour pas bénéficier d'aspiration. Donc c'est ça le drafting. Et donc du coup, stratégiquement, il fallait nager très fort pour être dans le bon coup dès le début si on voulait. Voilà. Donc du coup, j'ai dû encore progresser encore plus vite en natation, mettre un peu plus sa pression sur la natation pour arriver à perfer tout simplement. Ok, d'accord. Et t'en gardes un beau souvenir de ces années-là Ouais, bien sûr. Après, il y avait du monde sur les courses? Ouais, oui, ouais. Attends, c'était 2000, c'est l'entrée du triathlon aux Jeux Olympiques quand même, donc là, ça commençait à être un sport qui faisait parler de lui. C'était bien organisé. D'ailleurs, il y avait des courses. J'ai l'impression qu'il y avait plus de courses que maintenant. Les week-ends, ouais. Et c'était plus primé. On arrivait mieux à en vivre, je pense, que maintenant. Il y avait vraiment des courses avec des primes intéressantes.
Non, c'était assez bien. Enfin, à Et toi, l'époque, c'était. Tu disais que tu pouvais en vivre à l'époque. J'ai commencé. Moi, oui, j'en ai vécu tout de suite. En fait, j'ai fini mon cursus universitaire et j'ai commencé à être ingénieur triathlète professionnel. Ouais. Où je vivais de mes cachets de course, mais aussi de mon club. J'étais longtemps à Sartrouville. Des primes de course, des aides de la Fédé, etc. Mais ouais, ça allait pas trop mal, ouais, j'en vivais pas trop mal, ouais. Ok, ouais, d'accord. Ouais, c'est Parce bien. qu'effectivement, maintenant, aujourd'hui, c'est peut-être un peu différent. T'as 2-3 stars qui ont beaucoup de sponsors, et puis pour les autres, ça doit être autre chose. Mais À l'époque, c'était un peu pareil. Il fallait vraiment être bon pour gagner sa croûte. Mais ouais, je pense que c'était comparable. Okay. Après, c'est sûr que tu prends Vincent Louis, maintenant champion du monde, il a quand même un palmarès énorme avec des gros sponsors derrière. Ça a rien à voir, mais bon, c'était pas non plus les mêmes perfs. Enfin, j'étais pas. Bah, c'est vrai que ça s'est professionnalisé et on le voit aussi sur la qualité de l'entraînement. Les meilleurs coachs, on va dire, dans chaque discipline aussi ont eu le temps de venir, d'apporter leur expertise et de manière globale, on va dire, la technologie, on le voit beaucoup, même avec des baskets maintenant. La technologie vient mettre un peu le bout de son nez, donc c'est sûr que ça aide beaucoup. Et du coup, j'ai pas noté l'année, mais tu es 2 fois vice-champion d'Europe. Ouais. Et je voulais savoir un petit peu. T'es assez âgé, on va dire. T'es plus un gamin. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là? Comment est-ce que tu le vis? Comment est-ce que tu le vis, ouais, à cette époque-là? C'est 2005, 2006. Donc effectivement, je suis plus un gamin. J'ai déjà un enfant d'ailleurs. Parce que Ça aide? Ouais, ça aide, oui et non, parce que après c'est une logistique différente et bon, quand ils sont tout petits ça va encore, mais après c'est vrai que ça a été, je vais pas dire que ça a jamais été un handicap, mais c'est vrai que tu réfléchis pas de la même manière et ça prend du temps, ça te prend de l'énergie et voilà, c'est difficile de focuser à 100% quand tu commences à avoir une vie de famille à côté. C'est vrai que c'est pour un sport autant exigeant que le triathlon, je suis pas sûr que ce soit un atout, même si c'est des choses exceptionnelles et je souhaite à tout le monde, mais c'est pas évident de jongler les deux. Enfin bref. Donc du coup, ouais, 2005, 2006, non, tout simplement, je prends ça. C'est pour moi, j'arrive vraiment dans le haut niveau. Voilà, j'ai les dents longues, j'ai envie de confirmer un petit peu ce que j'arrive à faire à l'entraînement et voilà, donner le plein potentiel de ce que je peux faire. Et puis ouais, ça match sur quelques courses. J'ai gagné aussi des coupes du monde un peu dans les mêmes années. Donc voilà, non, c'est génial. C'est quand même un sport qui demande énormément d'investissement, que ce soit du temps ou d'énergie. Voilà, donc c'est vrai que c'était quand même des super choses parce que voilà, là on concrétise vraiment quelque chose, le temps passé, l'investissement au quotidien, etc. Toute l'énergie qu'on met dedans, voilà, quand il y a une perf, quand il y a une médaille, et ben voilà, on se dit putain, ça y est, j'y suis, quoi. C'est bon, quoi. C'est bon. Et ça, c'est les bonnes émotions. Ça, c'est les émotions du sport. Ça, c'est les vraies, c'est les bonnes. Ouais. Ça fait quoi d'entendre la Marseillaise sur moi, tu regardes toutes les images. J'ai les larmes. Pour moi, c'est énorme parce que tu vois, c'était le début de l'interview là, du podcast. Mais voilà, pour moi, quand j'étais gamin, c'est des choses que j'ai entendues. J'étais tout petit, quoi. Voilà, étant en équipe de France. Tous les gamins que j'ai pu côtoyer quand j'étais tout petit, ils voulaient être en équipe de France, et arriver en équipe de France, c'était génial. Et faire une médaille aux France, une médaille internationale, c'était génial. Et voilà, donc du coup, j'ai baigné un petit peu là-dedans, tu vois, avec ça, quoi, la Marseillaise, le titre, le champion, etc. Donc c'est vrai que ça, je pense, ça faisait partie de mes rêves d'enfance quelque part. Et au final, voilà, quand tu y arrives, c'est bon, quoi. Ça fait du bien.
En plus, il y avait une super équipe, non, à cette époque-là, parce qu'il me semble qu'une année, le premier, c'est un autre Français. Non, les 2 années, donc 2005-2006, ouais, c'est Fred Belhomme. Fred Delhomme, ouais. Ouais, putain, tu connais pas Fred Belhomme. Bah écoute, Ouais. maintenant, j'ai plus d'excuses. En plus, j'ai vu son nom hier soir et tout. Un des plus gros palmarès du triathlon. Et ben, voilà. Et ben, je vais. Donc 3 fois champion d'Europe quand même, le Fred. Donc, 2 fois, non, on s'entraînait pas ensemble, on était du même club, on se côtoyait quand même beaucoup, mais non, on s'est jamais entraîné ensemble parce qu'on n'était pas des mêmes régions. Ok. Ouais. Et c'est quoi les relations à cette époque-là dans un sport qui est un peu, il y a une dimension d'équipe, tu vois, mais ça reste quand même un sport individuel. Non, il n'y a pas de dimension d'équipe dans le triathlon, c'est pas vrai. C'est vrai. Non, Okay. c'est un pur sport individuel. Même maintenant, on peut croire, on pense que, etc. Mais en tout cas, moi, dans le camp France, il n'y a jamais eu de notion d'équipe. Après, ça veut pas dire qu'on n'est pas content quand c'est un collègue d'équipe de France qui gagne. Voilà, c'est pas ça. Mais en tout cas, dans ta course, dans tes courses, tu penses individuellement, quoi. Tu fais pas, il n'y a pas de notion, il y a pas de notion d'équipe, quoi. Ouais. Alors maintenant, ils ont ils ont inventé. Ouais, vas-y. Ouais, donc maintenant, il y a une nouvelle formule là, qui s'appelle le mix. Ouais. Là, pour le coup, c'est une vraie discipline collective. Là, il y a une vraie notion de collectif quand même. Après, il y a des alliances comment on appelle ça, tu peux très bien t'allier avec un Français sur une course ou avec un étranger. Voilà, c'est les opportunités qui font que voilà, mais il n'y a pas vraiment, j'ai envie de dire, de course d'équipe par couleur. Voilà, ou alors on peut s'aider un petit peu, mais ça reste quand même des courses individuelles, quoi. Tu cours pour toi, quoi. Ouais. Et toi, tu les vois comment d'ailleurs les adversaires? C'est quoi je sais que tu vois, c'est vraiment une des questions qui est assez clivante. Des fois, j'ai des sportifs qui me disent oui, moi les adversaires, c'est vraiment un peu mes ennemis entre guillemets. Ouais. J'ai envie de les battre. D'autres qui vont plus me dire bah non, je les vois comme des partenaires ou des gens qui me tirent vers le haut. Alors moi, je suis très attaché aux valeurs originelles du sport, hein, vraiment le sport noble. Et voilà, moi j'ai pas j'ai pas d'animité, j'ai pas de, voilà, pour moi vraiment un partenaire de course, c'est un partenaire, quoi. Ouais. Sinon, enfin, si t'es tout seul dans une course, ça sert à rien, quoi. Il y a plus de course. Donc non, je suis très respectueux de tout. J'aime vraiment tous les gestes, les vrais beaux gestes du sport. Ça, je suis très attaché à ça. Après, c'est vrai que quand j'ai un dossard, j'aime gagner et voilà, je fais ce qu'il faut, mais voilà, j'ai pas ce côté méchant, vicelard que certains ont là, qui voilà, dès qu'ils sont en course, ils sont un peu mauvais, ils sont prêts à bouffer tout le monde. Moi, absolument pas. Ouais, j'aime bien respecter tout le monde, quoi. Voilà, moi le sport c'est une fête, quoi, et voilà, je suis pas en guerre, quoi. Ouais. T'as mentionné que le triathlon c'était un sport très chronophage et très long, hein, d'entraînement. Ouais. Toi, à l'époque, tu te souviens un petit peu de la quantité d'entraînement que tu faisais? Ouais, je m'entraînais en gros 3 à 5 heures par jour. Ok. T'as l'air de dire que c'est normal. Non, bah tu t'habitues au bout d'un moment. Ouais. Non, tu t'habitues. Bah, bon, et ça ressemble à quoi une journée quand tu fais que ça, au bout d'un moment, bon, voilà, c'est ton quotidien et voilà, tu réfléchis même plus. Tu te lèves, voilà, t'as déjà les baskets aux pieds et t'es prêt à courir. Tu sais qu'à midi tu vas nager et voilà, du coup voilà, c'est le jour où ça s'arrête où tu te dis putain, ouais, c'est vrai que c'était beaucoup, quoi. Mais ouais, une journée type, c'est un petit peu ce que je dis, c'était peut-être un petit footing le matin ou une petite sortie de vélo, ensuite j'allais nager et puis un troisième entraînement en fin de journée, quoi. Qui pourrait être, si j'avais couru le matin, ça pourrait être du vélo, ou je pourrais recourir le soir, ou ouais, j'étais bien adepte de 3 disciplines par jour, hein. Ouais, donc c'était à fond dedans, là, t'es obligé d'être à fond dedans. T'es obligé, tu peux pas faire ça à côté, enfin, en tout cas, le triathlon de haut niveau, hein, tu fais pas ça de manière cool, relax,
Voilà, quoi. Non, mais c'est sûr que t'es obligé d'être à 100%. Tu peux pas avoir un job à côté. C'est compliqué, je pense que c'est compliqué. Moi, j'ai juste une petite anecdote. C'était vers la fin, je crois, 2007, 2008 ou 2009, là, quand j'ai commencé à me dire qu'est-ce que tu vas faire après. Je me souviens juste de réfléchir et de me dire, me poser la question et on va dire de focuser un petit peu moins et de commencer à réfléchir à autre chose. Et j'ai perdu 15 places au niveau mondial, quoi, quasiment du jour au lendemain, quoi, parce que voilà, j'étais pas à 110% dedans, quoi. Ouais, ok. Donc, pour te dire un petit peu le truc, c'est chronophage et ça prend beaucoup de temps, d'énergie et même psychologiquement, il faut être à 100%, quoi. Ouais, mais tu fais bien de le dire et c'est marrant comme anecdote, tu vois, de te dire juste mentalement j'ai un peu Et juste de penser à autre chose, ça y est, j'y étais plus, quoi. Ok, ok. Et à l'époque, tu t'entraînais seul ou t'étais accompagné, t'étais avec un club? Alors, les entraînements de natation, j'ai toujours nagé en groupe. Ok. Voilà, à pied, ça m'est arrivé de courir en groupe, mais généralement c'était un peu en solo. Et en vélo, pareil, c'est quand même agréable d'avoir un petit groupe d'entraînement et de partager un petit peu, mais je faisais quand même beaucoup de choses seul, ouais. Okay. Ouais, parce que les horaires, tout ça, après c'est compliqué quand tu dois te caler sur les uns les autres, voilà. Et puis moi j'étais un petit peu à l'écart de toutes les structures d'entraînement, parce que j'ai jamais voulu bouger de chez moi, donc j'ai jamais été en Krebs, j'ai jamais été en structure d'entraînement vraiment cadrée. Donc je me suis un peu auto-construit, enfin même carrément, je me suis auto-construit, autodidacte vraiment dans la discipline, hein, depuis le début. J'ai jamais eu d'entraîneur, pas de coach, jamais de mentor, non. Donc voilà, donc du coup ouais, j'aimais bien faire ma petite sauce, voilà. Après j'ai toujours été ouvert, j'ai toujours eu des potes super, hein, qui étaient là pour s'entraîner avec moi et voilà, on avait des groupes, un bon petit groupe d'entraînement, ouais, mais c'était vraiment une sauce, une petite popote, quoi. C'était sympa, quoi. Non, mais c'est dingue de voir, tu vois, aujourd'hui on serait incapable de voir un athlète de haut niveau on va dire s'entraîner tout seul, tu vois. Je pense que si, quand même. Il y en a quelques-uns, tu penses? Je pense, ouais, je pense. Et généralement, tu vois, hein, enfin, moi, je suis quelques jeunes sur la durée. Généralement, t'as différentes phases dans l'entraînement. Donc quand t'es jeune, t'es bien suivi, t'es super encadré, j'ai envie de dire, tout rentre dans les lignes et puis tu suis vraiment un plan très détaillé. Et puis au fil du temps, l'athlète il prend un peu le dessus, j'ai envie de dire, un peu avec un peu de maturité, tu vois, il commence à savoir ce qui lui est bon à tel moment, etc. Et après, tu vois, un petit peu, même si Vincent Louis c'est pas le bon exemple parce qu'il est toujours dans une structure d'entraînement, mais j'ai envie de dire, passer la trentaine, ouais, généralement t'as dans ces disciplines d'endurance qui demandent beaucoup de maturité, beaucoup d'entraînement et beaucoup de maturité, généralement tu vois un petit peu les athlètes qui se dévoilent un petit peu justement parce qu'ils commencent à prendre en main. Et moi je pars du principe que l'athlète c'est lui qui ressent au mieux la charge d'entraînement. Donc voilà, pour un peu qu'ils réfléchissent un petit peu sur les contenus d'entraînement et puis le ressenti qu'il peut avoir, généralement ça peut donner des choses intéressantes. Donc des fois effectivement très jeunes les athlètes ils sont très bons, puis après ils arrivent à un moment où à force d'avaler des tas de choses à droite à gauche, et ça devient un peu compliqué. Puis après ils prennent en main leur entraînement et tu vois un peu un deuxième pic de carrière. Ça peut être intéressant, et des fois tu te poses la question, mais tu dis bah non, en fait le mec il a compris comment il fonctionnait et c'est lui qui va aller chercher et c'est lui qui fait son contenu, etc., qui a pris un peu la main là-dessus. Généralement tu vois que ça marche plutôt pas mal. Ouais, mais c'est vachement intéressant ce que tu dis. Effectivement, il y a d'avoir deux paliers, un peu un moment où tu es obligé d'être accompagné. Souvent il y a ça, mais généralement le premier palier, tu vois, au bout d'un moment ça s'essouffle un peu, quoi. Parce que c'est un petit peu la surenchère, t'en rajoutes, et puis jusqu'au moment où le mec il est un peu en surentraînement, il est un peu il est un peu au bout du tunnel, quoi, où il sait plus quoi faire. Voilà, il a essayé un tel, voilà. Et justement, c'est quand il commence à sortir et se poser les vraies questions, dire tiens, ouais, je me souviens, je faisais ça marchait super bien. Bah ouais, commence à le faire. Et puis après, hop, t'adaptes un petit peu avec le ressenti, etc. Ça peut donner des choses super intéressantes. En tout cas, moi, ça m'arrive d'entraîner, je coach quelques personnes.
Et je pousse vraiment sur l'autonomie, quoi. J'appelle ça l'autonomie, quoi. Et voilà, quand tu es autonome dans ta pratique, quand tu arrives à te construire des entraînements à toi, tes propres entraînements, voilà, tu sais ce qui est bon pour toi. C'est pour des sports comme, d'endurance comme le triathlon assez complexe, parce que tu as quand même 3 disciplines. Tu dois arriver pic de forme dans 3 disciplines différentes le jour J. Et voilà, donc c'est assez complexe, j'ai envie de dire, au niveau entraînement, mais aussi à gérer individuellement. Le corps, il réagit de manière complètement différente, qu'il soit sur un vélo avec des baskets ou dans un bassin. Donc voilà, c'est super complexe au final, quoi. Et c'est vrai qu'un entraîneur, il y a des bons entraîneurs, hein, je dis pas, mais tu peux jamais vraiment savoir le bon fonctionnement, même si tu discutes, t'échanges, t'es là au quotidien avec l'athlète. Je pense que c'est vraiment l'athlète, et puis ça dépend vraiment tellement de facteurs que voilà, c'est hyper complexe, quoi. Et quand je pense que l'athlète, quand il arrive à s'autogérer et à mettre un petit peu des sensations sur des ressentis, sur des sur du contenu d'entraînement, et ça peut donner des choses très intéressantes, ouais. Ok, bah en tout cas c'est hyper intéressant, puis c'est vachement original je trouve comme positionnement dans le sport. Et non mais en fait ça fait sens, tu vois, l'athlète se connaît le mieux et c'est des charges de travail énormes. Alors donc après ça veut dire que tu pars un peu sur des entraînements un peu plus au ressenti, et tu lâches un petit peu sur des choses un peu plus terre à terre, un peu plus conventionnel si tu veux. Et moi je sais que je me suis beaucoup amusé, et ça m'a toujours amusé d'ailleurs, plus que la performance d'ailleurs. C'était le process, c'est-à-dire comment tu mets en place ton entraînement, comment tu arrives le jour J à être le plus performant possible, quoi. Et ça m'amuse encore aujourd'hui, et je me découvre encore aujourd'hui à 46 ans, quoi. Et ça, je trouve ça, pour moi en tout cas, c'est un super levier de motivation et de bien-être, quoi. C'est pas la performance, je m'en fous. Ça m'est arrivé de faire des courses où je finissais 10e, j'étais super content, quoi. Parce que j'avais réalisé ce que je voulais réaliser, j'avais mis en place quelque chose, et j'étais au point, j'étais en accord avec mes sensations, j'étais en accord avec moi-même, quoi. Et à contrario, des fois j'ai eu fait des super performances, mais j'avais pas réalisé ce que je voulais, ou j'étais pas au rendez-vous comme je voulais, quoi, et ça me chagrinait plus, quoi. Donc tu vois, et ça, je pense que c'est le vrai moteur du vrai sportif, quoi. Et je pense que c'est aussi un garde-fou pour toutes les dérives pourries qu'on peut avoir dans le sport, que ce soit le dopage, la magouille, les arrangements, etc. Si t'as pas du plaisir à t'entraîner au quotidien, et si t'as pas ce plaisir à mettre un processus en place, et d'avoir un petit peu tous ces retours là du quotidien, où tu te dis putain, je mets ça en place, et puis voilà, j'espère que j'arriverai à courir en temps, ou de telle manière, ou me retrouver à tel endroit à tel moment. Et je pense que c'est compliqué, quoi. Donc T'as évoqué le dopage. Il me semble que t'as créé une structure, une association à un moment. Ouais, il y a pas mal d'années. C'était en 2004. Ouais. En 2004, ouais. Et c'était du coup c'était AFT, donc Athlete for Transparency. Donc c'était assez simple, si tu veux. Même encore maintenant, c'est pas ça. Mais je veux dire, c'est encore d'actualité, bien sûr. Mais c'est vrai qu'à l'époque, si tu veux, même encore maintenant, c'est pour ça que je dis même encore maintenant, ça n'a pas vraiment encore pris le pli, mais c'est vrai que les questions antidopage, les questions de la lutte antidopage, c'était essentiellement les infrastructures, les grandes institutions genre l'AMA, l'Agence mondiale antidopage, la FLD, l'Agence française antidopage, les FED, etc., qui avaient la main dessus, et qui étaient en charge de ça, quoi. Et nous, on trouvait ça dommage qu'il n'y ait pas des athlètes amoureux du sport qui s'initient, si tu veux, dans la lutte antidopage, et qui fassent des choses très très simples. Des choses très très simples à l'époque, même encore maintenant, je le fais encore maintenant. Ça a changé de nom, mais je le fais encore maintenant. C'était tout simplement de partager ces données biologiques régulièrement. Voilà, un petit peu comme un suivi. Après, maintenant, ça s'appelle le suivi longitudinal. Mais voilà, l'idée c'était vraiment ça, quoi. C'était de dire voilà, moi j'ai rien à cacher, je fais des prises de sang régulières, et surtout je les rends publiques. C'était là toute la différence, quoi. C'est-à-dire, il y a plus de secret médical, on n'est plus couvert par le médecin de la Fédé qui va dire attention là, machin et tout, faut pas que ça non, tout est transparent. Voilà, c'était ça, être transparent sur ces données, quoi. Et pourquoi tu fais ça? Parce que tu avais l'impression que le triathlon était pas clean, ou parce que c'était aussi peut-être le moment où... Non, parce que tout simplement j'aime mon sport, j'aime le sport en général.
Et c'est vrai que je trouve que le dopage c'est vraiment une merde quoi. C'est vraiment une Ouais. merde et même en tant que spectateur, je trouve que ça fout vraiment la merde quoi. Moi je regarde une étape de vélo, t'es là à te dire putain ouais mais non mais l'autre putain le truc ici et machin et tout. Et au final dans ta tête tu te dis qu'est-ce qu'il faudrait si j'étais sûr que le spectacle je l'apprécierais mieux quoi. C'est Ouais. ça. Voilà, donc plutôt que de le dire, on l'a fait quoi. Et plutôt que de dire, moi tu m'entendras jamais dire, ouais, tel athlète, putain c'est une merde, il a pas été pris antidopage, mais je suis sûr qu'il est dopé. Toutes ces discussions de comptoir, je suis pas là-dedans. Par contre, je suis dans l'action. L'action, Ouais. ça veut dire quoi? Ça veut dire, faites comme moi. Moi, je vous mets la pression. Moi, j'ai rien à cacher. Regardez mes données. Ouais, toi, tu veux faire quelque chose contre le dopage, t'en as marre et tout, et fais-le. Et puis, ça mettra la pression sur les autres. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, c'était histoire de faire quelque chose pour le sport. Vraiment pour le sport. C'était vraiment pas forcément personnel. Moi, j'en ai rien à foutre que y ait des gens qui pensent ou je ne sais quoi. C'est pas trop mon souci. Et après, si ça peut être un bon exemple aussi et inspirer des jeunes, voilà, parce que bien souvent aussi, et c'est assez agaçant. Tu dis ou alors beaucoup de gens qui pensent que le sport de haut niveau, et bien sûr quand tu vois les infos tu vois bien qu'il y a quand même des choses bizarres qui se passent dans le sport et du coup les gens ils font assez vite le raccourci, c'est bon t'es sportif de haut niveau, tu fais des sports d'endurance. Alors, imagine tu fais du triathlon, tu dois nager tant, tu dois rouler tous les sports qui sont tachés par le dopage, les gens tout de suite ils font le raccourci, c'est bon sportif de haut niveau là-dedans obligé c'est dopé. Si moi je le suis pas et j'apporte la preuve que non, et si ça peut inspirer des jeunes et si tu vois ce que je veux dire, et voilà, si ça peut être un bon exemple, tant mieux. Si ça peut servir le sport d'une manière ou d'une autre, tant mieux, je le fais. Ok, en tout cas, ouais, je trouvais la démarche hyper noble et hyper respectueuse parce que tu vois, en plus c'est hyper simple. Hein. Ouais. Non, mais c'est vrai, c'est pas, tu prends pas ton bâton de pèlerin et tu vas pas gueuler, le dopage. Non, c'est, voilà, je peux faire ça, sang, et je puis le voilà, fais, j'ai rien à cacher, quoi. Je veux dire que les gens, ils savent, j'ai 40 d'hématocrite ou 45 ou voilà, moi je regarde même pas, je t'avouerai, parce que j'ai aucun doute, je balance ça et voilà, j'ai jamais eu de soucis, quoi. Ouais. Ouais. Non, et puis en plus, après une bonne preuve de ta bonne foi, c'est aussi ta longévité. Enfin, je veux dire, généralement, c'est assez connu que si tu dopes un peu trop ou que tu en abuses un peu trop de ces produits, tu peux pas durer très longtemps, quoi. Tu vois par exemple l'équipe de rugby qui a été championne du monde en Afrique du Sud, sous le film Mandela, tu vois. Ouais. Bah aujourd'hui la moitié de l'équipe est morte. Ouais. Tu vois, alors que ils devraient avoir 40 ans aujourd'hui les mecs. Ouais. Donc tu vois, ils prenaient des produits. Bon après eux ils prenaient un peu de tout, tu vois. Il y avait des stéroïdes pour prendre de la muscle. Ils savaient même pas ce qu'ils prenaient, je pense. Ouais, exactement, exactement. Donc tu vois, la longévité c'est quand même quelque chose qui parle. Il y a effectivement, t'as raison d'avancer ça. Après t'as aussi pourquoi tu le fais et notion de plaisir, ce que je te disais, le process, l'entraînement, le goût de l'effort, tout ça. Il n'y a pas que ça non plus, hein, mais après rester performant, passer un âge, ouais, je pense que si t'as jamais triché avec toi-même et que t'as toujours eu des performances à hauteur à ta capacité, j'ai envie de dire, voilà, ton corps il te le rend un jour ou l'autre, voilà. Ouais, c'est clair. Il y avait un sujet qui m'avait marqué quand je relisais ta bio, c'est que tu as une grosse blessure et que tu as été un peu poussé à la retraite, on va dire de manière un peu contrainte, hein, si je peux me permettre. Et j'ai l'impression que pour les sportifs qui sont un peu qui sont forcés d'être à la retraite, j'ai l'impression que c'est assez dur. Notamment quand c'est le cas d'une blessure. Et du coup, je voulais aborder avec toi un peu qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête à ce moment-là. Et déjà, j'avais vu que la blessure avait l'air assez grave, en tout cas quand tu lis le nom médical. Alors, je sais pas exactement ce qui s'est passé, j'ai pas réussi à retrouver. Mais tu me le diras. Et je voulais savoir un peu qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête et comment est-ce que tu as réussi à rebondir, parce que finalement, j'ai l'impression que pour toi, ça a été finalement ça a juste été une marche à gravir et que tu as vachement bien rebondi après, en tout cas sportivement et dans l'image que tu donnes, quoi. Donc la blessure c'est simple, c'était en 2009, dernier jour de l'année 2009, 31 décembre, voilà, je joue avec un de mes fils dans un skatepark et voilà, je fais une mauvaise chute, je glisse mais tout bêtement un truc, voilà. Et sur un skateboard. Non, je marchais. Ok. Mon fils descendait une rampe en vélo, il avait 5 ans.
Et voilà. Et du coup, j'étais à côté pour l'assurer, si tu veux, quoi, il tombe, quoi. Et c'est moi qui ai glissé, c'est moi qui suis tombé. Lui, il est pas tombé du tout, et moi, je me suis ramassé, et donc je me casse la cheville, mais correctement. Et je fais on appelle ça une trimalléolaire. Donc trimalléolaire, c'est trois fractures dans la cheville. Okay. Donc la cheville un peu mille morceaux. J'avais le pied qui était complètement de travers, quoi. Donc voilà, c'était ça la blessure. Donc là, ça a été opération, des plaques, vis, broches. Je te passe un peu le truc, et voilà. Et du coup, moi, je voulais faire une dernière saison, en fait. 2010, j'avais dit que c'était ma dernière saison. Je voulais arrêter le triathlon après, et 2010, je voulais faire quelques courses que j'avais bien aimées pendant ma carrière, et découvrir un petit peu d'autres courses, quoi. Mais je voulais faire une dernière saison de 2010, et donc il m'arrive cette blessure, et moi je veux faire la saison quand même. Donc très très vite, voilà, je me rééduque très vite, j'explose tous les records de rééducation. Voilà, je reviens même super vite, parce que je crois que j'ai encore les points de suture, je suis déjà à la piscine, je nage le pied attaché, enfin bref, après je reprends le vélo sur une jambe, enfin bref, c'est pas le bon exemple, ouais, non, si, parce que les médecins, ils sont comme des dingues. Ça, j'ai vraiment une rééducation énorme. Sauf que j'avais tout le temps mal quand je courais, quoi. Ouais, donc j'avais tout le temps mal quand je courais, quoi. Donc 6 mois après, j'avais tout le matériel. Donc le matériel, c'est les plaques, les broches. Voilà, je vais voir le chirurgien, je lui dis faut m'enlever ça, parce que c'est ça qui me fait mal quand je cours. Donc normalement ils le font pas, mais bon, on a vu que ça s'était bien passé et que j'étais un peu chiant, et ils se sont dit on va lui faire. Donc 6 mois après, je me refais opérer, j'enlève tout le matériel. Wow, okay. Et là, je réessaye de courir, et là je m'aperçois que c'est plus possible, quoi. J'ai tout le temps mal, quoi. J'ai tout le temps mal, et ça le fait pas, quoi. Donc au final, saison 2010, j'ai jamais faite. Et puis bon, c'était pas, après je me suis fait une raison, si tu veux, et puis moi c'était la dernière saison, donc je me suis dit bon voilà, plutôt que de terminer 2010, tu termines 2019 si tu veux, 2009 je veux dire. Je me suis fait une raison, et c'était pas un problème. En parallèle, j'ai monté une société, je suis parti un petit peu dans le business. Voilà, en fait je me suis occupé l'esprit pour occuper un petit peu cette énergie que j'avais, et voilà. Donc au final c'est ouais, la blessure, c'est bien placé, quoi. Enfin, tu vois, j'ai pas eu, je pense que si ça avait eu lieu 5-10 ans avant, en pleine préparation pour les Jeux, tout ça, je pense que là ça aurait été différent. Mais bon, je veux dire, pour moi, dans ma tête, j'étais déjà un peu en fin de carrière, quoi. C'était vraiment l'année de plus, l'année bonus, voilà. Donc j'ai loupé cette année-là, et c'était pas bien grave, quoi. Surtout que j'ai fait d'autres projets à côté. Non, c'est bien passé. Ok, ouais. Donc ça après, a été... j'ai pas pu courir pendant 2 ans. Pendant 2 ans, j'essayais régulièrement de courir, et je pouvais pas, quoi. D'ailleurs, alors là, en termes de sport, j'ai vraiment calmé, quoi. Je faisais plus que du vélo un petit peu, voilà. Puis moi, j'étais bien occupé, j'avais 2 activités professionnelles. Enfin bon, j'étais un peu taqué là-dedans, mais du coup, le sport, c'était un petit peu entre parenthèses, mais j'ai jamais coupé le lien, quoi. Ok. Voilà. Ouais. Et c'est à quel moment que tu as pu recourir correctement 2014. Ok. Ouais, 2014. Ouais. Et c'est l'année où tu reprends, où tu fais champion de France de trail. Ouais, de trail, ouais. C'est quand même pas mal pour un retour. Surpris moi-même, hein. Enfin, moi, j'avais toujours dit, et c'est pour ça qu'il faut. Enfin, je dis plus, je ferai plus jamais, ou mais j'avais toujours dit, voilà, c'est terminé. J'ai fait 15 ans de triathlon à haut niveau, voilà, j'ai eu des performances, des titres, voilà, et je cherchais pas du tout ça. C'était pas un manque, hein. Je voulais plus. Je voulais plus de compétition, je voulais plus faire de sport de compétition. J'avais dit c'est terminé, j'ai déjà donné et tout. Donc ça c'était un souhait quand j'ai arrêté en 2009, 2010 là. Voilà, pour moi c'était terminé, j'avais mis un point final à tout ça, et voilà, content d'avoir fait une bonne carrière, d'avoir découvert des tas de pays, des tas de choses. Merci le sport, et maintenant on passe à autre chose, quoi. Sauf que voilà, 2014, un petit peu par hasard, un pote à moi dans le coin me dit tiens, ce serait bien que tu prennes une licence course à pied. Alors je courais un petit peu, mais vraiment très très peu, 2-3 fois par semaine. Toujours les potes. Et, ouais. Et puis au final, je me suis laissé un peu influencer, et voilà, du coup je lui dis tu me prends une licence et je te fais une course, mais pas 2 pour le club. Donc t'es tout content, marquer des points pour le club, tu vois. Et du coup il me dit ce qui serait pas mal si tu fais les championnats de France de course de montagne. Tu cours un peu dans les bois, tout ça. Et je suis si tu veux, c'est où? C'était pas loin, si ça se tombe bien et tout. Et du coup, ce jour-là, je fais les championnats de France de course de montagne, discipline je connais pas, hein. J'arrive, je suis tout neuf dans le truc. Et la course se décante, c'était dur, effectivement, c'était de la montagne. T'avais fait aucune course officielle cette année? Non, j'avais fait qu'un trail ou 2 peut-être, et encore, voilà.
Et j'arrive et je fais sixième. Je suis sixième de cette course-là. Donc championnat de France, voilà, et premier vétéran. Et c'est la première course que je faisais en vétéran. Tu vois, je sais pas ce que c'était. Enfin bref, donc ils étaient super contents, bien entendu. Et voilà, et tout ça pour me dire à la fin, il me dit putain c'est super Cédric, ce que t'as fait. Moi je m'en foutais pas mal. Et t'es champion de France vétéran, j'en ai rien à foutre. Et il me dit c'est dommage, il me dit t'as été 2 places devant, t'es sélectionné pour les championnats de France les championnats d'Europe de course de montagne. Et là quand il me dit ça, t'as un peu la fierté du vieux sportif que j'étais, et je lui dis mais pourquoi tu me l'as pas dit avant quoi. Et il me dit bah t'as dit que tu t'en foutais, que je dis bah ouais mais bon j'ai une sélection c'est une sélection quoi. Je dis c'est important ça. Et voilà, et du coup j'avais fait sixième ce jour-là, et en haut de la dernière bosse j'étais quatrième, et c'est vrai que j'avais pas forcé dans la descente forcément, j'étais pas descendu à tombeau ouvert pour défendre ma quatrième place. Donc voilà, j'étais un peu frustré, j'avoue, un peu déçu, et voilà, et ce jour-là il me dit bah si tu veux, c'est ça que tu veux, il dit au mois d'août il y a une course, c'est les championnats, c'est une course de sélection pour les championnats du monde course de montagne. Il me dit si tu veux on t'inscrit. J'ai dit bah tu m'inscris. Et du coup, voilà, là j'ai préparé un petit peu et j'ai gagné cette course. Ouais. Et du coup, c'est là que c'est reparti, parce que sélectionner un champion du monde course de montagne avec les Éthiopiens, les Kenyans. Enfin bon, c'était un grand moment de sport. Je me suis retrouvé vraiment avec le maillot France, la team France, tu vois, un petit peu. Je vais pas dire malgré moi, mais voilà, ouais, presque par hasard. Ouais. Ouais. Et j'ai retrouvé des émotions dans le sport, et qui m'ont fait vachement du bien. Et je me suis dit, putain, c'est génial, finalement, Et du coup, à partir de ce jour-là, j'ai fait 22e, ce qui était pas mal, d'ailleurs, sur un championnat du monde, voilà, sans trop d'entraînement en plus. Et voilà, quelques semaines après, il y avait championnat de France. J'ai dit, bah, tu m'inscris au championnat de France. J'ai été champion de France. Et en fin d'année 2014, je me retrouve, voilà, champion de France, membre d'équipe de France de course de montagne. Et voilà, du coup, il y avait quelques marques qui commençait à me demander si je voulais. Et là, je me suis posé la question de savoir si je reprenais ou pas un peu. Et du coup, j'ai signé chez New Balance. Ouais. Et dans un team, et voilà, et je suis reparti. Et après, j'ai fait des trucs sympas aussi dans le trail, mais c'est vraiment l'opportunité de repousser quelques lignes comme ça au palmarès et de se faire plaisir. C'est vraiment du plaisir, des émotions. Voilà. Ouais. C'est un prolongement génial. Et tu retrouves autant de plaisir dans le trail que dans le triathlon? Ouais, même mieux, je t'avouerais. Ouais. Je vais pas dire, je vais pas comparer le triathlon avec le trail, hein. C'est 2 sports super. Mais je l'aborde d'une manière différente. C'est vrai que le triathlon c'était un peu plus sérieux, donc tu mets un peu plus de pression, voilà, tu vis les choses quand même. Des fois c'est dur, hein. C'est dur, tu prends des bonnes douches froides de temps en temps, c'est quand même le sport de haut niveau, c'est pas simple tous les jours. Après je veux pas dire je fais plus du haut niveau, mais maintenant j'arrive à la pression, je sais plus ce que c'est quoi. Des fois au départ je suis obligé de me pincer pour me dire putain il va falloir donner le meilleur de toi quoi. Donc je prends vraiment les meilleurs instants à vivre dans le sport, je les vis à fond quoi. Je les vis à fond maintenant, mais à fond. Et ça c'est bon. la renaissance du sportif quoi. Ouais, et puis moi encore une fois j'aime le sport pour le sport quoi, et pour les belles choses à vivre dans le sport, donc je les vis pleinement quoi. Ouais. Et là j'ai vu que l'année dernière tu avais couru à la Saint-Élion là du coup. Ouais. Super perf, du coup tu gagnes la course, c'est une course quand même mythique. Ouais, c'est vrai. Ouais. Et je pense que c'est une des courses les plus connues en France. Hein, c'est vrai. C'est la doyenne des courses nature en France. Ouais. Et tu fais un temps de premier quoi. Moins de 6 heures. C'était quoi pourquoi tu t'es inscrit sur cette course déjà? Et c'est une course. Moi je suis lyonnais, donc c'est une course, donc c'est mythique je pense en France, mais encore plus à Lyon. Ouais, clairement. Voilà, et ouais, encore une fois c'est une course mythique. Moi je sais que mes parents, j'étais tout petit, ils la faisaient quoi. Ouais. C'est une vieille course, tu vois, et par contre c'est une course qui j'ai vraiment pas été attiré pendant des années par cette course. La nuit, le froid. La nuit, c'est trop long, c'est trop ci, c'est trop là, voilà. Et puis, écoute, cette année, c'est une année particulière. J'étais blessé aussi en 2018. Je me suis fait opérer du genou. Enfin bref, et cette année, je suis revenu
on va dire tardivement dans la saison, on pourra faire un kilométrage sympa pour faire quelques objectifs sympas. Donc j'ai vraiment pris le temps de revenir, pas brusquer les choses pour vraiment faire une rééducation correcte. Ce que j'ai fait. Donc en fin de compte, je suis arrivé, je pense, en forme pour faire de la perf en trail seulement au mois de septembre, octobre. Voilà, donc ça bichait, tu vois, avec le fait de faire une belle course en fin de saison. Donc voilà, passé le mois d'octobre, tu regardes les courses qui restent. Voilà, il reste plus grand chose. C'est la Saint-Élion et du coup je me suis dit bon bah allez feu pour la Saint-Élion. Ouais. Et à ce moment-là, tu regardes un peu les concurrents, Non, moi tu te dis généralement un peu je regarde pas, moi je regarde pas. Je me prépare moi et puis le jour de la course on voit. Voilà. Ouais, je suis pas du genre. Et ça se passe comment la course d'ailleurs? Tu vois, parce que c'est dans le noir. J'ai entendu des interviews comme quoi c'était assez difficile de savoir. Ouais, c'est difficile, t'as raison. De se placer par rapport aux autres, tu vois. C'est pas ça, c'est que en fait t'as des courses dans les courses, donc c'est difficile de savoir où t'en es parce que donc t'es au départ, t'as des mecs qui courent en équipe. Ouais, t'as les relais. Donc, alors des dossards que tu vois, donc tu dis bah lui il court en équipe, et puis t'as des dossards tu vois pas forcément parce que le mec il a un sac à dos, il a un sweat, il a un machin, tu vois. Donc tu sais pas trop. Donc au final, tu sais jamais vraiment si t'es premier, si t'es deuxième, si t'es troisième, voilà. Même si t'es suivi et on te le dit, tu vois, même les écarts, t'es jamais sûr de rien, quoi. Ouais. Donc et puis après tu rattrapes les concurrents qui sont partis bien avant toi, mais qui font que la moitié de la course. Donc alors là, après tu sais plus qui te double, qui c'est que tu doubles, tu sais plus rien, quoi. Ouais. Donc c'est un peu une course dans le noir, quoi, à l'aveugle. Où tu dois gérer pas mal de paramètres. C'est une course quand même qui réserve pas mal de surprises, de mauvaises surprises, hein, sur le terrain. Enfin, il peut y avoir beaucoup d'aléas, quoi. Ouais. Ouais. C'était comment d'ailleurs cette saison-là? Il y a plus quasiment du début jusqu'à la fin. Des sauts d'eau, la Gadoue, et puis Caillet. Enfin bref, non, c'était d'après ce qu'il disait, c'était une des plus dures. Des plus dures, ouais. Ok. Donc, et toi, tu t'es régalé. Ouais, enfin, j'ai souffert quand même. Hein, ouais, tu m'étonnes. Il y a une autre course aussi sur laquelle j'avais envie de te poser la question, parce que t'es le premier sportif que je rencontre qui l'a fait. C'est l'Autilleux. Ouais. Pour les auditeurs qui connaissent pas, c'est un swim run, donc des phases alternées entre de la natation et de la course à pied. L'Autilleux, c'est en Norvège. En Suède. En Suède, pardon. Ouais. Dans un paysage qui est magnifique, dans les fjords. Ouais. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce défi-là? Pourquoi tu t'es embarqué dans ce défi un peu fou? Parce que moi j'ai l'impression que ça a l'air vraiment costaud. Il y a beaucoup d'abandons. Ouais. Même maintenant, hein, il y a toujours énormément d'abandons. C'est pas des courses d'amateurs. Hein. Quand tu vas là-bas, t'es quand même un minimum préparé parce que voilà, les conditions sont quand même assez dantesques. Et tu te souviens les distances un peu Ouais, c'est 60 à 75 km et puis dans les 75 km, t'as une dizaine de kilomètres à nager, quoi. Ouais. Donc tu pars en mode course à pied, donc avec tes baskets, tu as une petite combinaison assez légère en néoprène quand même, parce que l'eau elle est fraîche, elle est entre 11 et 12 degrés, quoi. Ouais. donc voilà, tu cours et puis quand tu as des portions à nager, tu passes d'île en île en fait, hein. C'est ça, Otilo, ça veut dire d'île en île en suédois, donc tu passes d'île en île, voilà, et donc il y a des portions que tu fais à la nage et des portions que tu fais en courant. Donc plus ou moins longue, hein, ça peut aller de 20 km à courir à 300 mètres. Des fois, tu fais 300 mètres, tu te remets à l'eau pour nager 100 mètres, 200 mètres, 300 mètres, 1000 mètres, 2000 mètres. Enfin bon, tu vois, c'est un peu, tu sais jamais trop ce qui t'attend, mais bon, t'as une distance à parcourir et en course à pied et en natation. Donc comment j'y suis venu? 2017, donc ça c'était en 2017. Je me souviens que pendant l'hiver, j'étais un peu blessé. Je prépare les championnats du monde de trail. Ouais. Et un peu blessé, du coup, en bon triathlète que je suis, je me suis dit, je vais faire un peu de vélo, je vais jouer sur les entraînements croisés, sur les transferts de charge et voilà, faire mon entraînement foncier. Je vais le faire un peu plus en vélo pour me soulager un peu ma blessure. Donc je me mets à rouler et vu que j'aime pas trop rouler, je fais du VTT, enfin bref. Et voilà, et durant l'hiver, ça fait 9 ans que j'ai pas nagé, mais je me dis putain, je reprendrai bien la natte finalement, et du coup, si je reprends la natte, tu vois, je peux refaire un triathlon, ça pourrait être sympa. Et un truc que j'avais
j'en avais fait un petit peu quand j'étais en pleine carrière triathlon, c'était le Xterra. Xterra, c'est du triathlon, sauf que le vélo, il est remplacé par du VTT et la course à pied par du trail. Et je me suis dit, tiens, je vais refaire du trail. Je vais refaire du triathlon, je vais faire du Xterra. Si je reprends la natation et que j'ai du plaisir à nager, surtout ça, si j'ai du plaisir à retourner à la piscine, donc je fais 1-2 séances, si tu veux, à la piscine pour voir et là, tout se passe bien et je me dis, bon, c'est bon. Et je me dis j'annonce ma saison et je dis que voilà, et pour viser gros, je dis je fais un championnat du monde Xterra en fin de saison en octobre. Donc voilà, donc ça fait un peu le buzz sur internet, sur Facebook, tout ça et voilà. Et là me contacte Davidos Dada, un vieux pote de triathlon qui a fait les jeux, qui a fait 4 jeux à Londres, hein, qui est une génération. Moi, je suis un peu le tampon entre il est un peu le tampon entre ma génération triathlon et la jeune génération. Donc David me contacte, il me dit tiens, si tu veux, on peut se faire au Tilo tous les deux quoi. J'ai dit putain, c'est génial. Allez, ça se fait en binôme, on l'a pas dit, mais ça se fait en équipe, ça se fait à deux. Et au final, voilà, du coup, on a préparé ça et c'était très sympa. C'était dur, mais c'était très sympa. Ouais. Comment tu prépares une course comme ça? Parce que tu sais, franchement, vraiment, ça a été très sommaire. Donc, moi, j'ai pas beaucoup nagé, David non plus, mais on est un ancien triathlète. On nageait quand même pas trop mal. Ah, mais là, tu nages. Il y a 10 bornes à nager. Après, c'est compliqué la natation parce que c'est pas vraiment. Enfin, pour moi, je trouve c'est pas vraiment la natation. Tu nages avec des plaquettes. Tu nages avec des chaussures aux pieds. C'est dommage d'ailleurs. Je trouve que. T'as le droit même à un petit pool boy, je crois. T'as le droit à un pool boy. C'est pas un petit pool boy. Maintenant, t'as le droit. C'est quasiment une planche que tu mets. Pour moi, c'est un peu sous-réglementé, justement, par rapport à l'état d'artifice qui font que t'as des mecs qui viennent, qui savent tout juste nager, mais bon, ils tournent les bras et ça tourne tout seul, quoi. C'est un peu dommage. Mais bon, voilà, non, mais simplement, j'ai repris la natte, j'ai nagé un petit peu plus, et puis bon, avec les kilomètres que je faisais pour le trail, c'est passé, quoi. Ça l'a fait. Ouais, t'as l'air de te dire que c'est normal. Moi, je pense que si j'étais sur la ligne de départ, je me ferais dessus. Mais non, après, c'est dur, attention. C'est dur. Pour les curieux, j'encourage. Il y a un super intérieur sport, je crois. Il y a eu un intérieur sport, et puis nous, on a été un sujet dans Stade 2, là. Un long format, ouais. Ok, ça marche. On peut le retrouver sur. Bien sûr, tu mets Otilo, mon nom ou Davidos, tu le retrouves tout de suite. Voilà, je mettrai le lien dans la description du podcast. Il vaut mieux voir celui-là, c'était une super année où on l'a fait. Là. Les conditions étaient dantesques. Ok, ça marche. Génial. Je l'ai pas vu, je le regarderai avec grand plaisir. Trop cool. Et écoute, on arrive un peu à la fin de l'interview. J'ai des petites questions que j'aime bien poser pour la fin. Tu peux y répondre rapidement ou les approfondir. Tu vas voir, c'est des petites questions un peu du tac au tac. Ça te dit de jouer le jeu ? Allez. C'est quoi une bonne journée pour toi ? Un peu de boulot. Parce qu'il faut bien manger à la fin du mois. Non, une bonne séance natation le midi. Et puis un petit footing le soir tranquille, et puis manger le soir avec mes enfants et tchatcher un petit peu de la journée. Journée simple, mais moi je suis assez adepte des petits plaisirs simples de la vie. Ça marche. C'est quoi ton meilleur souvenir de sport ? Il y en a beaucoup. Après, j'avais bien aimé. C'est un bon souvenir, ça. J'en ai parlé tout à l'heure là au début. Là, une de mes premières perfs probantes, c'était un podium sur un championnat de France. Ça paraît tout con au vu de mon palmarès, mais un podium sur un championnat de France. Alors que j'étais encore tout neuf dans la discipline. Ce jour-là, il y avait ma mère qui était aux anges. J'avais tapé pas mal de bons mecs à l'époque, et là tu sens que t'as un déclic et tu te dis putain, c'est bon, je vais pouvoir faire quelque chose dans ce sport, tu vois. Et là, comme si d'un seul coup t'avais une porte qui s'ouvrait et tu disais ça y est, j'y suis, quoi. Je suis prêt, j'y vais, quoi. C'était bon. À l'inverse, est-ce que t'as un pire souvenir ? Ouais. Voilà. J'en ai un. Non, c'est une course pourrie. C'est les championnats du monde à Madère en 2003, donc je suis à l'apogée de ma carrière, je suis super fort, je suis vraiment pressenti pour aller au jeu, je suis le numéro 1 français, enfin bon, j'ai gravi tous les échelons, tout me réussit, j'ai plus qu'à aller faire cette perf là-bas, et ce jour-là pour 4 secondes, je loupe le premier pack à la sortie de l'eau, tu vois, et je me retrouve tout seul, et là c'est le scénario de merde, quoi. Je rentre jamais sur le groupe, je pose le vélo, je sais pas combien, et je finis plus de 30e, et là je sais que c'est la fin de l'ambition des jeux, c'est terminé, tout s'écroule, quoi. Vraiment, tout s'écroule ce jour-là, tu perds 4 ans de ta vie, tu te dis putain, et là c'est dur.
Ouais. Tu rebondis comment? Ah, je rebondis comment? Tu regardes des jeux à la télé. Ouais. Non, je rebondis comment? Je sais pas, j'ai toujours su rebondir de toute manière. Donc voilà, un peu l'honneur, l'envie de démontrer que voilà, j'étais là, je gagne la Coupe du Monde, reprise de la saison, c'est moi qui gagne la Coupe du Monde, quoi. Ouais. Voilà, mais pas emmené, mais ouais, je suis là, quoi. C'est quoi la meilleure ambiance de sport que t'aies vécue? Ah, il y en a des tas. Je sais que, tu vois, tout à l'heure, tu me citais Francky, quoi, mais c'est vrai qu'on a fait avec Francky, avec Fred Belot, avec Johan Vincent, avec Guillaume de Chavannes, voilà, on a fait Sébastien Berlier, enfin j'en passe. Il y a eu toute une génération de triathlètes là où on se retrouvait, on était à Sartrouville dans le même club et on se retrouvait pour faire les grands prix. C'est vrai qu'on nous appelait la Green Team parce qu'on avait des tenues vertes et il y avait une super ambiance et on était super contents de se retrouver le week-end. Ouais. Et voilà, d'aller perfer ensemble et en plus on était super forts, on gagnait tout, voilà, mais vraiment relax, c'était du bon temps et on déconnait bien, c'était sympa, ouais. Ok. C'est des bons kiffs, ouais. Il y a un sportif que t'admires un peu plus que les autres? Ouais, si j'en dis un et personne ne le connaît, mais c'est pas grave, justement. Ouais, j'aimais bien, c'est ma jeunesse donc ça remonte. C'était Robert Territeo. D'accord. Ouais, tu connais? Non, c'est un funboarder donc des années 90. Ok. Et c'était un gars, il faisait des choses exceptionnelles, quoi. Dès qu'il prenait une planche, un surf ou je ne sais quoi, il faisait des trucs exceptionnels, quoi. Et voilà, il le faisait toujours d'une manière très simple, très cool. Ouais, je sais pas, il avait une bonne gueule. J'aimais bien, je me disais putain, j'aimerais bien lui ressembler, quoi. Et puis il était toujours dans des endroits super. Enfin bref. Ok. Et, ouais, il existe toujours. Ok, ça marche. Ouais. Bah, je regarderai. Écoute, je suis très curieux. Ouais. Tu te vois où dans 10 ans? Tahiti, Polynésie. Voilà. Ok. Bon choix. Ouais. Apparemment, fais gaffe, hein, parce que si on y va, on n'y revient pas. C'est ça le problème, c'est que j'y suis allé au mois d'avril dernier. Ah ouais. Voilà. Ouais, donc là, tu vois, effectivement, tu sais que t'as pas. Donc voilà, j'aurais jamais dû y aller là-bas. Bon, bah, avant de partir, tu m'envoies un petit message pour me prévenir. Je mettrai ça sur les réseaux, t'inquiète. Ça marche. Est-ce qu'il y a encore des choses qui te font peur? Dans le monde du sport? Peu importe. Ouais, peur, oui, bien sûr. Après, on a beaucoup parlé de sport, mais après, t'as aussi des phénomènes de société. Je pense un petit peu à notre planète là qui est un peu à bout de souffle. Et effectivement, moi, j'ai fait une partie de mon cursus universitaire et c'est des choses que je sais depuis 30 ans, quoi. Et voilà, et quand on peut s'imaginer un scénario catastrophe qui pourrait être terrible pour nous tous, quoi. Donc ouais, ça fait un peu peur, quoi. Tu te dis c'est des choses que tu maîtrises pas parce que quand la nature elle reprend ses droits, là c'est là on passe à autre chose, quoi. Je veux dire, c'est plus le monde des bisounours, quoi. Donc voilà, donc ouais, ça fait un peu peur, ouais, sachant que quand t'es père de famille, tu te dis merde. Ouais, qu'est-ce qu'on laisse à nos enfants? Qu'est-ce qu'on laisse à nos enfants? Et il va y avoir des vrais problèmes à régler dans les années à venir si on rectifie pas le tir, ou même c'est déjà trop tard. Tu vois ce que je veux dire? Donc donc ça fait un peu flipper parce que je pense qu'on a du mal à s'imaginer et voilà. Quand ça va faire mal, ça peut vraiment faire mal pour tout le monde, quoi. Donc ouais, ça fait un peu peur. Après le reste, je parle de rien. Ouais. Est-ce qu'il y a un film ou un livre que tu conseilles à tout le monde? Ouais. Vas-y. La vie s'est arrêtée après le Grand Bleu. Après le Grand Bleu? Ouais. Il connaît pas. Tu connais pas? Bien sûr que je connais Jean Reno. Tu sais que mon tout premier invité, c'était Arthur Guérin, qui est triple champion du monde d'apnée. Ouais. Et lui, c'est le film qui l'a inspiré. Et voilà, tu vois, le Grand Bleu. Ouais. Ok, tu vois, c'est la deuxième fois qu'il est mentionné sur ce podcast. C'est normal, c'est le plus beau film au monde. Ouais. Et d'ailleurs, merde, j'oublie son nom à chaque fois. L'acteur qui joue. Jean-Marc Barr. Exactement. Et il habite juste à côté de chez moi. D'accord. Et donc je le vois de temps en temps boire un café dans le même café pendant que moi je suis en train de travailler. C'est cool. Et il discute. Donc cool. Tu lui diras s'il veut faire un tour de Fiat 500 rouge, j'en ai une. Ça marche, je lui manquerai pas. Est-ce que si tu pouvais être une petite fourmi et que tu pouvais te glisser dans ton oreille la veille de ta course justement des championnats de France et que tu pouvais te donner un petit conseil,
qu'est-ce que ça serait? Relativiser. Non, relativiser, quoi. Je veux dire, le sport, c'est que du sport, quoi. Donc il faut vraiment, ça c'est un peu l'expérience, mais voilà, ressortir le positif et l'essentiel de tout ça, quoi. De se dire, moi je vois, enfin en tout cas, moi j'ai des enfants qui sont en âge et j'ai des enfants qui font du sport aussi et qui commencent à faire un peu de haut niveau et effectivement des fois on donne une importance mais telle au sport qui est ridicule, quoi. Le sport c'est que du sport, ça doit être que du plaisir, quoi. Donc faut voilà se mettre en tête que voilà, demain il va y avoir une course importante, c'est important certes, voilà, ça engage peut-être une sélection, ça engage peut-être un titre, ça engage voilà, mais voilà, c'est que du sport et ça mérite pas de faire des compromis sur autre chose. Je pense à la santé, à la famille, à des tas de choses, quoi. Donc Ok. le sport a sa place, quoi. Exactement. Comment est-ce qu'on te suit? Où est-ce que je dis aux gens de te suivre? Est-ce que Ouais, t'es plutôt réseaux sociaux? ouais, je suis pas mal, je suis assez nul, mais c'est Pourquoi pas ma tu dis ça? génération, mais Facebook, j'ai le maximum d'amis là, donc je peux prendre plus personne, sinon je suis obligé de virer du monde. Après j'ai une page, mais j'alimente pas trop parce que j'ai jamais pris l'habitude de le faire, mais je le fais un petit peu. Après Insta, je mets de plus en plus sur Insta, j'aime de mieux en mieux, ouais, Insta, ouais. Ça marche. Bon bah je mettrai ton compte du coup dans les notes. Ouais. C'est quoi tes projets là pour les ans qui arrivent? T'es bien assis là? Ouais. Tu m'as dit, et en plus c'est la première chose, une des premières choses que tu m'as dit. Tu m'as dit tu vas voir cette année, je sais pas dans quoi je me suis embarqué. 2020, c'est terrible. Donc là j'attends avec impatience. Je pense que c'est le bouquet final. Je sais pas si je vais survivre à l'année 2020. Dans l'idée avec deux potes d'enfance, donc deux potes d'enfance du triathlon. Donc on a commencé le triathlon ensemble il y a 25 ans avec des vrais potes, quoi. C'est de faire sur l'année, tiens-toi bien, sur l'année, les 10 courses les plus dures au monde, dans le monde de l'ultra, dans 7 disciplines différentes. Oula, alors. D'accord, alors je te va les cite. nous expliquer. Là. La première course, c'est la grande traversée du Jura. Donc c'est du ski de fond, il y a 200 km. Après, il y a la Pyramenta. La Pyramenta, c'est une course, la plus grande course au monde, qui fait partie des plus grandes courses au monde de ski d'alpinisme. C'est sur 4 jours. Voilà, c'est dans les Alpes. Après, il y a le Cap Epic. Cap Epic, c'est en Afrique du Sud. C'est la plus grosse course de VTT au monde. D'accord, ça dure une semaine et en gros, t'as une centaine de bornes par jour. C'est plus gros que le Roc d'Azur? Ouais, c'est sur une semaine là. Ah, c'est sur une semaine okay. Et ouais, c'est largement comparable en termes de difficulté. Non, pas de difficulté, mais de monde. Ouais. Hein, c'est connu dans le monde entier. Ça fait partie des courses les plus dures, enfin les plus connues dans le monde. Après, il y a le marathon des sables. Ok. Voilà, qu'on ne présente plus. Plus. Après, on comptait faire l'Altriman. Donc, c'est un triathlon, on est le plus dur au monde, avec Embrun dans les Pyrénées. Il y a Embrun, donc au mois d'août. Après, il y a l'UTMB, la haute route dans l'Orne. La haute route, c'est une course de vélo dans les Alpes, où en gros, c'est une étape du tour de montagne tous les jours, pendant une semaine. Ok. On enchaîne avec l'UTMB, 170 km autour du Mont Blanc. Haut-Îlot. Ok. Voilà, on en a parlé tout à l'heure. Et la dernière, c'est le Grand Raid, la Réunion. Ok. Voilà, Diagonale du Fou. Voilà. Wow. Et tu veux faire tout ça en un an? Ouais. Ok. Bon, alors, je crois qu'on va se régaler. Donc là, on a un gros scoop. On a fait l'annonce officielle, enfin plus ou moins officielle. Il y aura une conférence de presse bientôt, mais ça a commencé à sortir un petit peu dans les médias là. Donc voilà, on a lancé le projet et là pour le coup on devrait être bien suivi par les caméras de France TV, Stade 2, tout le sport, tout ça. Donc normalement, il y aura du sujet, je pense. Trop cool. Ouais. Bah écoute, je suis content d'avoir l'info et bah écoute, j'encourage tous les auditeurs à aller suivre ça de près parce que le projet s'appelle XX Team. XX Team. Donc Xefi Extreme Team. Xefi, c'est le sponsor principal, Extreme parce que c'est extrême et Team parce que c'est par équipe. Enfin, par équipe. C'est entre potes, quoi. Ok. Ouais. Et du coup, vous êtes 2, c'est ça? On est 3. On est 3. Voilà, et l'histoire, en fait, donc on est 3 potes depuis hyper longtemps et on a commencé le triathlon ensemble et on a eu des parcours vraiment différents. Donc, on va dire, moi, j'ai un peu réussi dans le sport. Voilà. J'ai mon pote Pierre Salet là qui est donc lui il a réussi on va dire dans
dans le monde scientifique. Donc, c'est un grand référent là, dans l'antidopage. Ok. Voilà. Et Guillaume Antonietti, lui, il a bien déroulé. Il a fait Sciences Po, tout ça. Il a monté des boîtes. Voilà, on va dire, il est devenu un entrepreneur respecté, quoi. Ok, ça voilà, marche. donc on a eu des trajectoires différentes. On est toujours resté potes. et voilà, le point commun, ça a toujours été le sport. Ok. Voilà. Ok. Ouais, bon, bah, génial. Écoute, super info. Je suis content d'avoir de pouvoir suivre ça. Je vais regarder ça de près parce que franchement, je pense que vous êtes des fous. Non, on est dingue. Non, c'est vrai que c'est un truc un peu fou là quand même. Et tout ça sans changer une ligne à notre vie quotidienne, c'est-à-dire boulot, famille, etc. Donc là, c'est d'autant plus fou parce que voilà. Et l'idée aussi de faire passer le message, c'est des gens ordinaires, hein, parce qu'on a une vie ordinaire. Hein. Moi, t'as vu, je sors du boulot, je suis là, j'ai mes téléphones de boulot, ça sonne, enfin, tu vois. Ouais. Et voilà, c'est de dire que on peut se lancer des défis, des challenges. Alors, ça peut être tout con, hein, ça peut être de faire les 10 km, des trucs. Et puis c'est vrai qu'on se dit tout le temps, ouais, putain, non, c'est trop dur parce que j'ai ma vie, j'ai ceci, j'ai cela. Et au final, voilà, nous, on veut dire que on peut faire des choses exceptionnelles tout en étant des gens normaux et voilà, et tout ça en s'écoutant un petit peu, en maîtrisant ses allures, en faisant ce qu'il faut sur l'hygiène de vie, voilà, on arrive à aller loin et réaliser ses rêves. Ok. Ouais. Bon, bah cool. Bah écoute, j'ai vraiment hâte. Si tu veux, on se donne rendez-vous dans un an quand vous allez terminer le défi. Ça marche. Ça prendra rendez-vous là, parce que. Ouais. T'inquiète. Bah attends, je suis déjà parmi les 3 meilleurs podcasts de France. T'inquiète qu'après j'aurai du relais, du pédigré. Je te le souhaite. Ouais. Bon, je termine avec la dernière question. Quel est question bonus. Ouais. Quel est le sportif que tu me recommandes d'aller interviewer, un copain à qui tu peux donner le micro. Un mec inspirant. Ouais, dans ton réseau. Tiens, va voir. Je vois que t'es bien branché triathlon et que tu connais un petit peu le triathlon. Et j'étais surpris que tu connaissais pas Fred Melaume. Bah écoute, va voir, ce garçon là. Je suis la nouvelle génération. Ouais, bah pourtant, il est pas si vieux que ça. J'ai un an de moins que Vincent Louis, tu vois, donc j'ai été biberonné. Si tu demandes à Vincent Louis, il le connaît bien lui. Ok, ça marche. Là, on va voir. Tiens, Fred, ça serait pas mal. Ok, ça roule. T'as son contact? Ouais, je vais tout te donner. Allez, ok, trop cool. Bon, bah écoute, avec grand plaisir. En plus, je sais que j'ai énormément d'auditeurs qui font du tri, comme moi. Ouais, ils seront contents d'avoir des nouvelles de Fred. Non, vraiment. Ok, c'est trop un bon gars qui a laissé une super image dans le milieu du tri. Voilà, et c'était. On le surnommait le petit prince du triathlon. Donc, champion du monde à 20 ans. Ça, on dit long. Il a un palmarès de ouf. Et très simple, comme tous les triathlètes, comme tu peux voir, tu vois. Ok, c'est super, bah génial. Écoute, je suis content de la reco, merci beaucoup. Bah écoute, je vais terminer là-dessus. Merci beaucoup Je t'en prie, merci à toi. de m'avoir accordé du temps, c'était vraiment génial. Et bah écoute, je recommande encore une fois les auditeurs à te suivre de plus près pour ces défis. Allez, rendez-vous l'an prochain. Allez, salut. Allez, ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu, donc n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et sinon, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine interview. Ciao!